Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission La Tribune d'idées qui reçoit aujourd'hui la jeune écrivaine malienne Awa Maïga qui vient de faire paraître chez les éditions du Net La réussite, mais à quel prix? Awa Maïga, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Vous venez, je l'ai dit tout à l'heure, de faire paraître chez les éditions du Net votre tout premier roman intitulé La réussite, mais à quel prix, qui raconte l'histoire de Mariam, une jeune dame débrouillarde, ambitieuse, instruite, cultivée, mais surtout modeste, originaire de Tonka, qui est une localité de la région de Tombouctou. Elle eut une bourse d'études pour l'Algérie, pour Alger, la capitale ou le pays de ses rêves, avec ses buildings, ses grandes belles constructions, ses rues larges, bref. Mais, sitôt arrivée, elle fera face à plusieurs difficultés, notamment les vols, les viols, le racisme, la discrimination et bien d'autres difficultés liées à la vie estudiantine. Mais, quoi qu'à son arrivée, il faut les reconnaître, elle fut chaleureusement accueillie et hébergée par Fatima, une de ses compatriotes qui poursuit aussi ses études dans le même pays. Vous vantez à ce niveau à Awa Maïga, il est important de le souligner, la beauté malienne, les Maliens qui se retrouvent à l'étranger. Vous vantez également notre diversité culturelle, où solidarité, fraternité, bonté et convivialité ont toujours fait bon ménage chez les contribuables maliens. Oui, en quelque sorte, c'est un peu le résumé du roman. Oui. Oui, qui a de 244 pages. Absolument. Oui, donc il faut le dire, la culture malienne est de l'or. Ça vaut de l'or, il faut la vanter, la rehausser partout où nous soyons, et cela dans n'importe quelle situation. Oui. Awa Maïga, l'histoire de Mariam, l'héroïne de votre roman, qui est l'héroïne de votre roman, de Fatim et bien d'autres, n'est-elle pas une dénonciation justement, une sorte de sonnette d'alarme, un témoignage des difficultés auxquelles sont confrontées les jeunes étudiantes qui partent étudier loin des siens, qui se faisaient souvent ligoter, brutaliser physiquement, violer et obligés, il faut le dire, de faire des choses souvent non orthodoxes pour subvenir à leurs besoins. On croit, mademoiselle Maïga, dans notre mentalité malienne, que lorsqu'une jeune fille trouve une bourse pour aller à l'étranger, c'est l'Eldorado, c'est la réussite totale. Ça, vous le démentez dans votre ouvrage, en l'occurrence La réussite, mais à quel prix? Racontez-nous. Exactement. Donc, j'utilise très souvent ma plume, Oui. qui est ma voix d'ailleurs, pour dénoncer. Dénoncer ces situations dont on ne parle pas forcément, mais qu'il faut les dire. Quand les jeunes partent à l'extérieur, ce n'est pas que pour étudier, c'est pour survivre en quelque sorte. Il faudrait que les gens comprennent que l'Eldorado n'existe pas, ce n'est qu'imagination. Et c'est dire que l'Afrique en quelque sorte, c'est peut-être ça l'Eldorado, le vrai. Et comme on le dit tantôt, il n'y a pas mieux ailleurs que chez soi. Que chez soi, absolument. Exactement. Oui. Donc, c'est très difficile pour un jeune, surtout pour une femme entre parenthèses, Oui. de mener à bien l'aventure. Parce que compte tenu des moyens des parents qui ne sont pas pareils, il y a certaines filles qui ne reçoivent peut-être pas aucune somme venant de leurs parents. Cela les pousse souvent à se vendre, Oui. au libertinage, voilà, la prostitution, juste dans le seul et unique but de subvenir à leurs besoins. Donc il y a plusieurs tentations qui sont là. Donc lorsque tu es confronté à ce genre de situations difficiles, tu ne peux que t'entreprendre ou bien te retrouver en piège total en t'abonnant à des pratiques pareilles. Voilà. Donc ça, vous les dénoncez. Vous dites aux parents aussi de faire attention à ce sujet. Oui, il faut faire très attention. Oui. Moi, je dirais plutôt aux parents, si vous n'avez pas assez de moyens Oui. pour envoyer vos filles ou vos enfants à l'étranger. L'étranger, alors ne le faites pas. Ne le faites pas parce que l'étranger, ce n'est pas un lieu où il faut vivre du jour au lendemain. Oui. Ça change carrément la personne. Voilà. Absolument. Et c'est toujours des cas, soit en bien, soit en mal. Oui, oui. Donc le mal, il faut l'éviter tant que possible. Et aussi que les gens changent de mentalité enfin. Qu'ils sachent que l'argent ne pousse pas des arbres à l'extérieur. Voilà. Donc surtout les étudiants partent juste pour étudier, ils ne travaillent pas ni rien.
donc de ne pas s'attendre à grand chose venant d'eux. Absolument. Voilà. Toujours dans le même ordre d'idées, vous avez lancé ce message aux jeunes bacheliers en leur disant ceci: l'essentiel n'est pas de quitter, mais de rester sur place et de pouvoir exploiter ses potentialités et par la suite développer ses compétences. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire, Awamega? En quelque sorte, la différence entre les uns et les autres, c'est surtout ceux-là qui arrivent à accomplir de très belles choses à travers le peu de moyens qu'ils ont. Absolument. Oui. Oui. Comme je prends exemple sur les grands laboratoires, les grands scientifiques et autres, qui ont mené leur plus grande invention, création, en restant toujours dans leur laboratoire. Il faut dire que le lieu n'influence en rien le taux de réussite d'une personne. Absolument. Voilà. Oui. Donc il faut être Donc, conscient. Oui. ce n'est pas forcément aller à l'étranger qui octroie ce succès-là, qui donne ou du moins ce pan de la réussite à la personne. Pas du tout. Ce n'est pas aller à Même étant sur place, on peut réussir. C'est ce que vous dites en Exactement. substance. On a tellement de modèles de gens qui ont réussi en restant sur place. Oui. Voilà, donc il faudrait prendre l'exemple sur eux. Et comme, voilà, chacun avec sa conception du mot réussite. Oui. Voilà, pour certains, réussir, c'est forcément avoir tout de suite de l'argent, briller dans l'opulence ou quelque chose du genre, alors que ça n'a rien à voir. Voilà. En vous lisant, Awamega, je suis tombé à ma grande surprise sur un passage, en tout cas, que j'ai beaucoup aimé. C'est celui dans lequel vous dites d'une manière éloquente: la réussite fleurit comme une plante. Il faut la nourrir d'espoir, l'arroser de patience, de persévérance pour enfin goûter à ses fruits. Je répète de rechef parce que ce passage est d'une importance capitale pour celui qui veut bien l'entendre. Il faut la nourrir, la réussite, d'espoir, l'arroser de patience, de persévérance pour enfin goûter à ses fruits. Elle se trouve toujours scellée au bout des efforts. Parlez-nous, Awamega, de votre perception de la réussite. Certes, vous avez tout à l'heure parlé par moment, en partie de la réussite, mais quelle est votre perception, vous personnellement, quelle perception vous avez de la réussite? La réussite à l'image de Mariam qui a réussi qui est le personnage principal de votre roman, et la réussite est également le fil conducteur de votre ouvrage. En l'occurrence, la réussite, mais à quel prix? Oui, selon moi, la réussite, c'est peut-être la satisfaction d'avoir tenté de réussir. Il ne faut pas forcément s'accentuer sur les résultats pour dire qu'on a réussi. Souvent, nos plus grandes réussites sur nos succès se trouvent dans l'accomplissement, mais on l'ignore. Bien dommage. Comme je le disais tantôt, les jeunes ont tendance à se baser sur voilà, les choses extérieures, les matériels pour dire qu'ils ont réussi. Or, ça n'a rien à voir. Même en soi, avoir une conscience paisible, tranquille, par exemple, peut être une forme de réussite. Et c'est basé toujours sur le fait forcément d'obtenir quelque chose ne procure pas en réalité cette forme de réussite dont on aspire nous tous. Vous avez abordé dans votre ouvrage, Awamega, et vous le faites, je présume, en connaissance de cause, la place des ambassades qui sont souvent indifférentes, presque inutiles. Elles sont tout le temps critiquées. Vous semblez être indigné face à cette situation, face à cette peut-être indifférence des ambassades face à la situation, à votre situation ou à celle de vos collègues, de vos amis étudiants. Oui, carrément. En tant que présidente des étudiants maliens en Algérie. Oui, et aussi, je le précise, présidente des étudiants maliens en Algérie. Exactement. Vous êtes tout le temps peut-être en commission, vous, à l'ambassade du Mali, en Algérie, pour un peu, comment dire, plaider la cause des étudiants maliens. Oui, oui, c'est ça, intermédiaire entre les étudiants et l'ambassade. C'est peut-être trop dit, mais souvent, on a tendance à penser que mettre en place des HL qui ne sont pas assez présents pour les étudiants, il faut le dire. Ils n'accomplissent pas en réalité c'est pourquoi ils sont sur place.
Donc on ne peut pas imaginer une ambassade qui est là pour les étudiants et qu'en cas de problème, cette dite ambassade n'intervient pas ou dit que ce n'est pas son problème. La question se pose, alors ils sont là-bas pourquoi? Donc il faudrait que l'État prenne des dispositions, qu'il fasse peut-être des campagnes, je ne sais. À vous lire, on voit que vous êtes contre les crimes perpétrés contre les personnes atteintes d'albinisme. Ces crimes vous révoltent et vous indignent. Vous les faites à travers Adèle, un de vos personnages à qui l'on arrache et décapite son époux à l'approche d'une élection municipale, et de sa fille aussi albinos du nom de Ramata Diarra, à qui vous avez dédié un poème. Qu'est-ce qui doit être fait, selon vous, pour lutter contre ces crimes organisés ou perpétrés contre les personnes atteintes d'albinisme? Qu'est-ce qui doit être fait? D'accord. Donc, tout au long du roman, Oui. il y a eu des phases d'illusion sorties très clairement de mon imagination. Oui. De l'inspiration et autres. Il y a eu souvent aussi des cas où je me suis inspirée des cas réels pour dénoncer, comme le cas de Ramata Diarra qui m'a beaucoup fait mal. Je me rappelle, ça m'a même fait pleurer. Ah oui, ça, oui, absolument. C'est vraiment dommage de voir encore dans un pays comme le Mali, qui se vante de sa charité, de sa tolérance, solidarité et autres. Les cas pareils se perpétrer, ça fait mal. Donc il faudra arrêter l'esclavage de l'homme par l'homme, l'ethnicisation ou le racisme. Il faut peut-être organiser des campagnes de sensibilisation, que l'État mette des choses en œuvre, ou soit que les acteurs civils s'y mettent, les jeunes. On a qu'à, en quelque sorte, se donner la main, oui, unir nos voix, nos forces pour combattre tous ensemble. Et comme le dit Salif Keita, c'est la différence qui est jolie, donc il faut la développer, puisque c'est elle qui procure en quelque sorte l'enrichissement, voilà, et une vie paisible. Voilà donc qui est dit, c'est ce que vous préconisez aux uns et aux autres, à l'État en l'occurrence. J'ai parlé tout à l'heure d'un poème que vous avez dédié à Ramata Diarra. On aimerait bien que Awa Meiga nous déclame les 12 premiers vers de ce poème titré Ma peine que vous avez dédié à Ramata Diarra. Vous avez la parole, Awa Meiga. D'accord, le poème s'intitule Ma peine. Je souffre, j'ai mal. Oh oui, quelle tristesse. Cette douleur tout au fond de mon cœur qui me ronge sans cesse. Cette peur qui me hante et me perturbe jour et nuit. Cette injustice qui nous est infligée à mes semblables et à moi. Je suis en danger, ils sont menacés. Pourquoi cet abandon, ce refus, cette brutalité, cette torture, cette injustice? Mon mal est ton mal, je suis humain comme toi, comme lui, comme eux. Pourquoi cette maltraitance? Je respire, mais pourtant mon cœur a été mordu. Merci pour cette belle déclamation, Awa Meiga. Expliquez-nous quel a été le déclic. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un tel poème? Vous avez même dit qu'il vous a fait pleurer en l'écrivant. C'était fait à la suite de quoi? De quel événement au juste? Pourquoi? Parce que la jeune fille a été assassinée. Cela vous a tellement infligé de la peine, ça vous a tellement attristé que vous avez finalement décidé d'écrire. Et en écrivant, vous croyez peut-être contribuer à quelque chose. Exactement. Ouais. Je voulais en quelque sorte être la voix de ces albinos qui n'ont peut-être pas les moyens de montrer leur cri au monde. Ça m'a fait beaucoup de peine, je l'avoue. C'est à travers quand j'ai suivi quelques infos qui passaient au Nigeria, à travers Salif Keita toujours, où j'ai appris que les albinos sont en effet vandalisés, matérialisés, puis peut-être on dit que leur corps sert à des sacrifices qui pourraient rapporter de l'argent et autres. J'étais indignée, je savais pas que jusque-là les gens passent d'une façon si abusée à vouloir sacrifier un humain comme soi à des pratiques si ignobles, si misérables, pardon.
Donc ça m'a fait beaucoup de peine, beaucoup de mal. C'est suite à ça que j'ai pris ma plume, je me suis mise à écrire. Absolument. Et à dire en quelque sorte ce que je ressentais, à me mettre à la place de la jeune maman en tant que femme. J'imagine ce que ça fait. Et c'est une dénonciation. En vous servant de votre plume, vous avez quand même servi à quelque chose, vous avez dénoncé quelque chose. Oui. Et ça, on le fait à travers sa plume. Exactement. Et j'espère que le message a été passé. Mariam, votre personnage principal, après plusieurs tentatives de recherche de stage ou même d'emploi, compris qu'étudier à l'étranger ne garantit en rien la clé de la réussite. Il n'y a pas plus prometteur que l'autonomie, l'esprit d'entrepreneuriat clame-t-elle. Ce passage m'a tellement semblé intéressant que je l'ai rapporté. Et vous allez nous expliquer ce que Mariam veut dire en parlant de la sorte. Donc, en substance, vous poussez vos lecteurs à aller vers l'entrepreneuriat, à être des entrepreneurs, chose qui n'est pas toujours facile. Il y a des gens, des anciens entrepreneurs qui disent qu'ils ont entrepris à 0 francs pour aussi, encourager les autres à entreprendre. Mais est-ce que ce chemin est toujours facile? Rien n'est facile. Ouais. Déjà, il faut le dire, rien n'est facile. Lorsqu'on veut, qu'on persévère, on arrive toujours à atteindre ce qu'on veut en quelque sorte. Absolument. La dernière fois, je parlais avec un monsieur qui est très vieux. Il m'a dit qu'il a mis en place son entreprise en 1994. Oui. C'était une promotion de 20 personnes et que seulement de nos jours, 3 ont réussi qui sont dans leur métier. Oui. Pour dire que l'entrepreneuriat, selon moi, c'est d'abord une passion. Oui, dans un pays comme le Mali qui est très fertile, où on a beaucoup de choses à amener, à apporter pour son développement, je pense que les jeunes peuvent en réalité s'aventurer vers l'entrepreneuriat, vu que l'État n'y a pas assez moyens, comme ils le disent. Pour peut-être prendre tout le monde. Tout le monde, de créer de l'emploi et autres, je pense qu'à nous d'être productifs, d'être autonomes et surtout d'éviter le copier-coller s'il y a des entreprises qui ont été déjà créées et qu'il n'y ait pas manque. Alors il s'agit d'innover, d'apporter quelque chose de nouveau sur le marché susceptible de contribuer au développement du Mali en particulier. Absolument. Et de l'Afrique en général et pourquoi pas sur l'échelle internationale. Et disons plutôt le concept de passion, c'est ce qui fait qu'on peut braver tous les obstacles qui peuvent être sur le chemin de l'entrepreneuriat. Donc c'est difficile, mais c'est toujours possible. Absolument. Donc en substance, vous dites à vos lecteurs d'aimer d'abord la chose, d'être passionné par la chose. Avec ça, dès qu'on se jette dedans, on a de fortes chances de réussir. C'est clair. La question de la responsabilité, de l'irresponsabilité ou même de l'éducation est vivement abordée dans votre ouvrage La réussite, mais à quel prix? Je peux notamment vous citer celle des enfants nés hors mariage, appelés bâtards entre guillemets. Ce sont ceux-là qui ramassent les pots cassés d'une certaine irresponsabilité, peut-être des parents, que sais-je. Je pourrais également vous citer celle dans laquelle vous dites « Tout ne se résume pas à la jeunesse ». Une part des responsabilités revient aux parents pour qui se remettre en question n'est pas une très belle partie de plaisir. Alors qu'il faudrait reconnaître les failles en soi pour y remédier et corriger ses erreurs. En substance, c'est ce que vous dites à Wamega. Oui, carrément. Carrément, les temps ont changé. Absolument. Les temps ont changé, il faut savoir garder les bonnes valeurs et avancer et s'adapter aux conditions. C'est très facile pour les parents de traiter, sinon d'indexer leurs enfants comme mal éduqués ou autres, alors qu'ils ne se remettent pas eux-mêmes en question. Il faut souvent comprendre que peut-être leur méthode est en faille et que ça ne répond plus forcément aux réalités. Donc il faut beaucoup de dialogue, de communication, parce que c'est ce qui règle tout d'ailleurs avec les enfants, essayer de comprendre ce qu'ils veulent et leur montrer la voie. Lorsqu'on éduque un enfant et qu'on essaie de l'éducation qu'on a transmise à cet enfant, il suffit juste là d'être observateur, de le laisser faire. Aucune pression ne peut marcher dorénavant. Donc il faut laisser les choses se passer comme telles. Et souvent se remettre en question, essayer d'apporter quelque chose peut-être adaptable à la situation et éviter de se rejeter
la faute les uns sur les autres parce que ça ne peut qu'apporter de la discorde et toujours des malentendus. Je pense que la clé de la solution est entre nos mains. Il suffit juste d'y penser, d'en parler pour que ça se règle en quelque sorte. Absolument. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission, La Tribune d'idées. Est-ce que Awa, qui vient de faire paraître chez les éditions du Net son premier roman, la réussite met à quel prix à d'autres projets dans le futur? Là, on fait une projection dans le futur. Vous envisagez peut-être d'écrire quelque chose, pourquoi pas un roman et venir nous voir la prochaine fois, la prochaine année? Sans doute. Ouais. Les projets littéraires, ils n'en manqueront jamais. J'ai déjà en cours un recueil de nouvelles. Waouh, ça c'est une excellente nouvelle. J'espère terminer très bientôt. Pourquoi pas revenir en parler ici, ce sera avec un grand plaisir. Ah oui. C'est un plaisir aussi pour nous. Hein? Exactement. L'écriture, c'est ma passion. Ouais. C'est ma passion. C'est tout ce qui me procure de la satisfaction, de l'envie, l'inspiration et autres. Donc je pense que j'écrirai tant que je le peux. Pourquoi pas jusqu'à mon dernier souffle peut-être. Absolument. Alors, vous êtes la présidente des étudiants maliens en Algérie. Vous étudiez vous-même en Algérie. Est-ce que vous avez des conseils peut-être à dire à nos jeunes étudiants qui veulent bien aller au-delà la mer pour étudier peut-être en Algérie? Est-ce que vous avez un conseil à leur donner? Comment ça se passe, l'atmosphère en Algérie? D'accord. Déjà, l'étranger n'est pas la résolution à tous nos maux. Oui. Il faut que les jeunes comprennent cela et qu'ils sachent exploiter ce qu'ils ont à leur place sans pourtant croire que l'Eldorado existe. Donc, il y a des difficultés, il y a beaucoup de difficultés. L'aventure déjà, c'est s'adonner à quelque chose de nouveau. Absolument. Des nouveaux mondes, des nouvelles réalités. Peut-être très difficile. Je suis de ceux qui vont la dire. Certes, moi j'ai étudié de l'autre côté de la mer, mais je ne vous invite pas forcément à faire pareil. Ce que je sais, c'est que ça encombre. Ils vont se dire très certainement pourquoi. Vous avez, c'est ce que dit Pikendia Fakoli quelque part, par exemple, en déconseillant aux jeunes Africains d'aller en Europe. Alors que quelque part, on lui dit que vous leur déconseillez cela et vous-même, vous avez été en Europe et vous avez réussi en Europe. Alors pourquoi vous nous déconseillez d'aller en Europe? Ah oui, parce que chacun avec son expérience. Ah, c'est ça. Donc si je me permets de partager avec eux, c'est quand quelque chose, je sais, c'est à quoi ça consiste. Et peut-être certains ont la chance d'avoir des expériences très belles à partager avec eux. Et peut-être que ce ne sera pas le même cas avec eux en question. Donc, si je leur dis par exemple de rester, c'est parce que je sais qu'ils peuvent accomplir des choses vraiment énormes en restant même ici. Peu importe, même s'ils partent, je leur dirais de garder leur objectif en vie, de s'accentuer sur ce pourquoi ils vont aller, et voilà, de se forger au fur et à mesure. En tout cas, ce n'est pas la destination finale, l'étranger. Absolument. Alors, Awa, avant de rendre l'antenne, j'aimerais bien vous demander vos mots de conclusion. D'accord. Déjà, je remercie la chaîne. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est gentil. Je trouve l'initiative très salutaire et j'espère que d'autres jeunes prendront cela comme exemple pour faire de même. Absolument. J'invite, sinon je lance un message à l'endroit des maisons d'édition. Oui. Entre guillemets, je leur dis de baisser les prix. Waouh, oui. De baisser les prix, vous dites? Les prix des publications. Ah, d'accord. Oui, parce que nous sommes en tendance nous sommes en train d'assister à une émergence peut-être des écrits d'une certaine littérature féminine, hein, il faut le dire comme ça, aux jeunes, hein, des jeunes qui n'ont pas forcément ces sommes colossales pour se faire éditer. C'est pourquoi vous lancez ce message aux maisons d'édition de baisser les prix, ce qui serait une excellente chose. Et ça serait une excellente chose, ça va permettre à ces jeunes en herbe, ces écrivains de se propulser, d'étendre leur voix et de contribuer en quelque sorte littéralement au développement du Mali, ou bien de l'Afrique. Aussi j'invite les jeunes à beaucoup lire, ça va beaucoup les enrichir et
voilà, accroître leur niveau et autres. Absolument. Et de valoriser la connaissance, l'écriture, tout ce qui va avec les lettres. Donc je finis en disant ceci: si réussir est une prise de décision, alors échouer n'est peut-être qu'un choix. Voilà qui est dit par Awa Maïga. Merci beaucoup Awa d'avoir accepté notre invitation. Ici se termine la tribune d'idées. Grand merci à Awa, aux techniciens parisiens et à la semaine prochaine. Merci. Prochaine, merci. Prochaine, merci. Prochaine.